Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Odile. Bonsoir Caroline, bonsoir à vous tous. Bienvenue sur l'Académie. Ce soir, on a le plaisir de te retrouver parmi nous pour ta conférence sur le thème La clé pour que les 5 blessures d'âme cessent de peser sur votre poids. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es thérapeute psycho-énergétique, spécialiste de la prise en charge des kilos émotionnels depuis 2003, auteure et conceptrice de programmes en ligne et formatrice. Donc, si tu veux te présenter auprès de nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver parce que ça faisait longtemps. Et puis, avant de commencer, je voudrais m'assurer si tout le monde nous entend bien, nous voit bien. Dites-nous d'où vous nous regardez. Alors, je Pour vois être bien Véronique qui est sûr. de Bordeaux, Bonsoir Véronique. Daniel de La Rochelle, Hélène d'Aix, Françoise du Finistère. Il y a Sandrine, Ghislaine, Marie. Et c'est super, bah, bonsoir à vous. Oui, donc je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'écoutez ce soir, c'est parce que vous avez des problèmes de poids ou que vous en avez eu. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre objectif de poids et quelles sont les techniques, qu'est-ce que vous avez essayé de faire jusqu'à présent pour mincir et atteindre votre objectif de poids? Alors, le temps que ça réponde, je vois Eliana, bonsoir, Sophie de Montpellier, Bonsoir. Muriel, Christine d'Annecy, Émilie de l'Isère, Esther de l'Oise, de Bruxelles, on a des gens aussi. Du Québec, Nicole, bonsoir. Eh ben, bonjour Nicole, parce que je pense que chez vous, il doit être Oui, 14 heures, quelque chose comme ça. d'ailleurs, elle a marqué bonjour, pardon, pas Ah bonsoir. bah oui, bah oui. Alors, il y a Christine qui dit je jeûne. Françoise qui dit j'ai à peu près tout essayé. Ouais, oui. Françoise, vous êtes comme moi, vous pourriez écrire le guide du routard de la minceur. Vous avez essayé tous les régimes, tous les compléments alimentaires, toutes les crèmes, toutes les… Alors, Martine, toujours eu des problèmes, suis une fausse boulimique, je m'en sors avec l'hypnose. Marie, plutôt intéressée par technique pour cesser de manger de façon impulsive. Nadia, oui, surpoids, beaucoup d'essais, méthodes, etc. Il y a Kat qui dit chrononutrition. Mm. Françoise, pas les crèmes. Bon, mais écoutez, vous voyez, tout ce que vous dites là, moi, ça me rappelle ma propre histoire parce que moi aussi, comme je vous le disais, j'ai tout essayé. J'ai perdu, si on additionne tous les kilos que j'ai perdus depuis mon premier régime, j'ai éliminé 700 kilos. Ça fait le poids d'un ours brun. C'est quand même quelque chose. J'ai commencé mon premier régime à 17 ans et puis ensuite j'ai enchaîné le yo-yo pendant une bonne vingtaine d'années. Euh, Toujours avec ce que vous connaissez toutes, hein, la culpabilité de regrossir, mais bon sang, j'ai pas de volonté, patati patata, enfin comme tout le monde. Et puis, lors d'une reconversion, je me suis familiarisée avec les techniques d'énergétique, de psycho-énergétique, des techniques psycho-émotionnelles, des thérapies cognitives, etc. Le FT, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et là, j'ai eu une illumination. J'ai compris que tous les régimes que j'avais essayés jusqu'à présent, en fait, me faisaient prendre le problème du mauvais côté. Et grâce à tout ce que j'avais appris, eh bien, j'ai commencé à guérir la cause émotionnelle profonde de mes pulsions alimentaires, et les choses se sont alignées toute seule. J'ai j'ai reçu beaucoup de personnes dans mon cabinet qui avaient ce problème. Il y avait des personnes qui avaient autre chose, mais j'avais aussi beaucoup de personnes qui souffraient de pulsions alimentaires. Et au fur et à mesure du temps, j'ai organisé toutes ces techniques, toutes les ressources que j'avais pu créer pour les unes et les autres en une méthode cohérente et organisée.
Et en 2019, eh bien, j'ai transformé cette méthode en un programme en ligne d'accompagnement personnalisé qui comporte une partie de consultation pure en tête-à-tête et une partie de ressources où il y a des exercices, où il y a des ressources, où il y a des informations, où il y a des exercices à faire, par exemple, ou bien il y a des synergies d'huiles essentielles, etc. Et ce, depuis 2019. Et par ce programme, eh bien, je prends en charge des personnes qui ont des problèmes de poids dans le monde entier, essentiellement dans le monde avec des Françaises, mais également avec des Anglaises. Et je suis spécialisée pour l'amincissement des femmes, parce que la prise en charge des femmes est tout à fait différente de celui des hommes. Et moi, ce sont les femmes. C'est ce que je connais le mieux, évidemment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais mettre l'accent sur un point. C'est que si votre objectif, c'est de perdre 20 kilos après-demain, ce webinaire ne sera pas pour vous. Si vous n'imaginez pas mincir en dehors de vous astreindre avec du poisson bouilli et des poireaux à l'eau, ce webinaire n'est pas pour vous. Si au contraire, vous avez compris que nous sommes des êtres holistiques, multidimensionnels, où tout communique, où tout a un impact les uns sur les autres, où tout fonctionne en interaction, alors ce webinaire est pour vous. Donc, le thème de ce soir, c'est la clé pour que les 5 blessures d'âme cessent de peser sur votre poids. Nous allons voir ensemble comment elles s'éveillent, comment elles sont réactivées. Nous allons voir ensemble comment l'inconscient et l'ego se protègent par ce que l'on appelle des masques pour nous éviter de souffrir encore. Et nous allons voir également quel est le lien entre les différentes blessures et votre façon de vous nourrir. Quel est le lien entre les différentes blessures et les différents types de pulsions alimentaires, les différents comportements alimentaires, les différentes prises de poids. On ne grossit pas de la même façon si on est aux prises avec une blessure ou une autre. C'est cela que nous allons aborder ensemble ce soir. Il y a une chose, je vous disais que pendant mes formations, j'avais compris que le surpoids, c'était ça ne pouvait pas se régler qu'avec des régimes et des baskets. En effet, quand on se met au régime et qu'on chausse ses baskets, on pense, je ne me sens pas bien parce que j'ai des kilos en trop, donc si je perds mes kilos en trop, je vais être à nouveau bien. Mais vous êtes ici pour me montrer que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que c'est ta partie vraie. Et vous voyez là, est-ce que je vais avoir mon pointeur? On est là. La cause, les kilos sont la cause de mon mal-être. On est dans cette partie-ci. C'est la partie émergée, visuelle. On voit, tu m'entends? On voit pas le curseur. Non, non, c'est normal, bon. On ne voit pas. Bon, alors je suis en train de faire des ronds désespérés sur la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, le problème, c'est prendre le problème du mauvais côté. Parce que, en fait, si vous avez des kilos en trop, c'est le symptôme du mal-être. C'est parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau, pas bien dans vos baskets, pas bien dans votre tête, dans votre vie, que vous recherchez le réconfort dans la nourriture. Et comme vous mangez plus
que ce dont votre corps a besoin, eh bien, vous stockez, sans compter les hormones du stress, le glucasol, qui facilite le stockage des graisses. Mais vous voyez, en fait, pour mincir, il faut vraiment aller au cœur du problème, remonter à la source principale de la problématique, qui est la souffrance émotionnelle. Et tant qu'on ne prend pas en charge la souffrance émotionnelle que l'on porte souvent d'une façon inconsciente depuis qu'on est enfant, et cette souffrance, elle fait tellement partie de nous qu'on n'en a plus conscience. On vit avec depuis tellement longtemps. Et c'est ça qu'il faut prendre en charge. Et c'est ce dont nous avons parlé ce soir. Comment est-ce que cette souffrance émotionnelle naît et comment est-ce que et sous quelle forme elle s'exprime. Alors, avant de commencer, il y a plusieurs choses que je voudrais préciser. Avant de rentrer dans le détail des blessures, il y a plusieurs choses que je voudrais préciser. La première chose, c'est selon les bouddhistes, cette piste, elle me paraît extrêmement intéressante. Selon les bouddhistes, l'âme se réincarne de nombreuses fois pour à chaque fois expérimenter qui elle est vraiment et pour grandir. Elle est un peu, donc elle ne peut pas vivre le chaud, comprendre le chaud si elle n'a pas expérimenté le froid. Et de la même façon, l'âme va faire de même. Elle va expérimenter être un homme, être une femme, être riche, être pauvre, être impuissante, être humble, être, que sais-je, un persécuteur, être une victime, etc., d'incarnation à incarnation. Et avant de s'incarner, elle va être un peu comme un acteur qui va choisir ses rôles et qui va pouvoir se dire, par exemple, bon, j'ai expérimenté le rôle de Superman, cette fois-ci, j'aimerais bien expérimenter le rôle je sais pas, du jeune premier, par exemple. Et l'âme va faire de la même façon. Elle va décider ce pourquoi elle va s'incarner et elle va choisir ses parents. C'est là où je veux en venir. Elle va choisir ses parents, d'une part, qui vont avoir la même blessure d'âme qu'elle, pour qu'ils soignent, qu'ils prennent en charge leurs blessures ensemble, d'une façon ou d'une autre. Mais surtout, elle va choisir ses parents parce que, en fonction du caractère des parents, en fonction de leur caractère, leur situation, leur environnement, eh bien, ils vont pouvoir aider et faire préparer un terreau fertile pour l'âme, pour expérimenter qui elle est vraiment et atteindre et vivre sa mission de vie. Et je trouve que c'est une piste extrêmement intéressante. D'une part parce que ça explique beaucoup de choses, et d'autre part parce que quand on a vécu des relations difficiles avec ses parents, que l'on a manqué d'amour, qu'on a ressenti vraiment un manque d'amour, une solitude ou autre chose, le fait de se dire mais c'était pas facile ce que j'ai vécu, loin s'en faut, mais mes parents, je les ai choisis. J'ai choisi de vivre ce que j'ai vécu avec eux. Et je trouve que ça fait baisser la pression de la colère. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, attendez, je reprends ma feuille parce que je ne veux rien oublier. Les blessures d'âme sont éveillées pendant les 7 premières années et puis ensuite vont être réactivées par des événements que l'on va vivre tout au long de notre vie. Ce qui est intéressant, c'est de constater que les blessures vont être comme un filtre déformant et amplifiant des situations. Et si on porte une blessure en germe, eh bien, quand on va être confronté à une situation, cette blessure va amplifier et déformer la situation et on va surréagir au début du commencement de cette fameuse blessure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre
que cette blessure n'est pas le reflet exact de notre environnement. Mais ça, vous le savez, que notre environnement est le miroir de qui l'on est. Je voulais aussi vous dire que chaque blessure que nous portons va porter l'empreinte de la peur d'être à nouveau blessé, de la peur de blesser l'autre, mais également de la peur de se blesser soi-même. Et c'est un point qu'il ne faut pas perdre de vue lorsqu'on cherche à comprendre et à décrypter les blessures qui nous affectent le plus. Ce que nous allons faire pendant l'atelier qui est prévu le 10 mars. Cela dit, voici les 5 blessures. Vous allez pouvoir noter qu'elles s'organisent selon l'acronyme TRAHI. C'est un point mnémotechnique intéressant. Donc, TRAHI, la trahison, donc, elle va s'éveiller entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé. Je vais vous donner un exemple de prise d'éveil de trahison. Imaginons une petite fille qui va fêter ses 4 ans. Et son papa, parce que c'est le parent du sexe opposé, va lui dire « Eh bien, pour tes 4 ans, nous allons aller à Disneyland, nous allons voir Mickey. » Ah, super, super, elle saute partout, toute contente. Quand est-ce qu'on va voir Mickey? Tu te couches 3 fois, tu te lèves 3 fois, on va voir Mickey. Quand est-ce qu'on va voir Mickey? Tu te couches 2 fois, nanana. Et le matin même où on va voir Mickey, le petit frère a une fièvre de cheval et évidemment, la visite à Mickey est annulée. En tant qu'adulte, vous vous dites, les parents sont responsables et ils sont tout à fait dans leur rôle de parents d'annuler la visite à Mickey pour prendre soin du petit. Sauf que la petite, elle qui attend de voir Mickey depuis très très longtemps, elle le vit comme une promesse non tenue, le vit comme une trahison parce qu'elle attendait très très longtemps et les contraintes de l'adulte ne rentrent pas en ligne de compte dans son petit cerveau d'enfant. Elle voit les choses d'une façon tout à fait différente. Et vous voyez, c'est le genre, ce type de trahison, ça arrive, s'éveille très facilement sans que le parent s'en rende compte parce que le parent gère les choses d'une façon tout à fait responsable et correcte, etc. Il n'empêche que l'enfant, donc, peut éveiller cette blessure. Il peut y avoir, bien sûr, de nombreux cas qui sont beaucoup moins anodins que celui-là. Pour ce qui concerne la blessure de rejet, donc elle s'éveille de la conception à 1 an avec un parent de même sexe. Il est à noter que lorsque les mamans ne peuvent pas ou ne veulent pas allaiter leur petite fille, elles peuvent éveiller leur blessure de rejet. Alors que lorsque la maman ne peut pas allaiter son petit garçon, c'est la blessure d'abandon qui va s'éveiller. La blessure de rejet va entraîner chez l'enfant la croyance très profonde qu'il n'a pas le droit d'exister parce qu'il est rejeté. Je suis rejeté, je ne mérite pas. Si papa me rejette, si le parent me rejette, c'est parce que je ne mérite pas d'amour, c'est parce que je ne mérite pas d'être aimé, c'est parce que je n'ai pas de valeur. Donc, si mes parents me rejettent, c'est parce que je n'ai pas le droit d'exister. Pour ce qui est de l'abandon, cette blessure s'éveille entre 1 et 3 ans avec le parent de sexe opposé et elle est marquée par le manque de nourriture affective. L'humiliation s'éveille entre l'âge de 1 et 3 ans, avec le parent qui s'est occupé de lui, en général la mère, et c'est une blessure qui est extrêmement fréquente parce qu'elle prend place au moment où l'enfant apprend à manger. L'enfant va être dans la découverte de la nourriture. Tous ses sens, le plaisir organoleptique et le plaisir multisensoriel. C'est chaud, c'est tiède, c'est froid, c'est tense, c'est mou, c'est dur, c'est rugueux, c'est lisse, c'est rond, les petits pois, c'est vert, etc. Et
les goûts sont différents, c'est sucré, nanana. C'est un plaisir. La découverte de la nourriture pour un enfant, mais c'est quelque chose, c'est merveilleux, c'est d'une richesse absolument incroyable. Et il est tout dans le plaisir de la découverte de la nourriture et de la saveur. Si le parent arrive et le gronde parce qu'il en a mis partout, parce qu'il est tout barbouillé, parce que sur son bavoir, il y en a partout, eh bien, la blessure d'humiliation va prendre corps. Parce que l'enfant qui est tout dans le plaisir de la dégustation et de son repas va être réprimé parce qu'il mange mal, et ça va être réprimé dans le plaisir des sens. Et il va intégrer l'idée que, eh bien, il ne faut pas jouir de la vie, il ne faut pas jouir de ses sens et jouir de tous les plaisirs que la vie peut nous apporter. Et puis, la dernière blessure, c'est l'injustice. Donc, elle va s'éveiller entre 4 et 6 ans avec le parent de même sexe. Et souvent, cette blessure s'éveille quand le parent est froid, lorsque le parent ne donne pas de tendresse, qu'il n'exprime pas son amour. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais elle sait bien que je l'aime ». Oui, mais l'enfant, il a besoin de l'entendre. Il a besoin de l'entendre, il a besoin d'être pris dans les bras, il a besoin de tendresse, il a besoin de preuves tangibles qu'il est aimé. Il sait bien que je l'aime. Non, pas forcément, pas forcément. L'ego va, comme je vous le disais, pour éviter de souffrir, va décider de porter un masque à chaque fois qu'une blessure va être activée. Et l'ego est inconscient que, en agissant ainsi, il ne fait qu'entretenir et que nourrir la blessure. Donc, vous voyez, le masque de la trahison, ça va être le contrôlant. Il a d'ailleurs du mal à l'admettre. Il va avoir besoin de contrôler les autres, et en particulier une personne de sexe opposé, puisque la blessure de trahison, je vous rappelle, est éveillée avec le parent de sexe opposé. Et il va avoir besoin de les contrôler pour être sûr que l'autre va honorer ses promesses, honorer ses engagements. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à s'engager lui-même parce qu'il va avoir peur de ne pas pouvoir tenir ses engagements et tenir ses promesses. Il ne va pas faire attention à ce qu'il mange. Il va manger de bon appétit, il va manger rapidement, et il va il va aimer les aliments salés, il va aimer les aliments épicés, parce qu'il contrôle tellement son environnement pour la raison que je viens de vous dire, que finalement, il n'y a plus aucune surprise, il n'y a plus aucun relief. Et il va rechercher le relief dans les plats épicés. Il va rechercher les aliments salés parce que, en tant que contrôlant, il a besoin de mettre son grain de sel, particulièrement quand ce n'est pas lui qui fait la cuisine. Il a besoin de dire, voilà, c'est moi qui décide ce que je mange et voilà, et ajuster l'assaisonnement. Chez les femmes, la conséquence, la femme va avoir tendance à prendre, qui porte la blessure de trahison, elle va avoir tendance à stocker surtout sur les hanches, surtout sur le ventre. En fait, l'archétype féminin, elle va contrôler toute la sphère abdominale qui est le siège de l'enfant, mais également toute sa sphère génitale. Pour se protéger. Pour ce qui est de la blessure de rejet, donc le masque, c'est le fuyant, il va avoir tendance à fuir la situation parce qu'il va avoir peur de ne plus être aimé, il va être dans le déni de ses émotions. Et donc, par voie de conséquence, il va être déconnecté de ses sensations et il va avoir tendance à se réfugier et à fuir la réalité en se réfugiant dans des addictions. Et entre autres, le sucre, parce qu'on n'oublions pas que le sucre est une drogue dure. Il va avoir tendance
à manger vite. Et il ne va pas faire attention non plus à ce qu'il mange pour la même raison. Il va aimer manger plutôt des aliments sucrés, des aliments épicés, comme je vous le disais, pour les mêmes raisons que le contrôlant, parce que sa vie manque de douceur et manque de relief, mais pas pour les mêmes raisons. Ce n'est pas parce qu'il contrôle, c'est au contraire parce qu'il fuit. Et puis, il va aussi beaucoup aimer la caféine parce que sa vie manque de stimulants. Le fuyant, c'est quelqu'un qui ne va pas grossir parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le fuyant n'a pas le droit d'exister. Donc, il ne va pas prendre de place. Au contraire, il va avoir tendance à être le plus mince, le plus invisible possible, quitte à se glisser derrière une affiche. Vous voyez, c'est vraiment, il va vraiment avoir envie de passer inaperçu pour éviter d'être à nouveau rejeté. La blessure d'abandon entraîne le port du masque du dépendant. Le dépendant, il va avoir peur de déplaire. Il va avoir tendance à nier ses besoins, à exagérer ses émotions, à exagérer sa joie pour plaire. Il veut plaire à tout prix parce qu'il a peur d'être abandonné. Il va avoir tendance même à ne pas se faire respecter si c'est le prix à payer pour ne pas être abandonné. Il va rechercher l'amour à l'extérieur de lui-même, donc il va avoir tendance à être boulimique. Il va manger lentement pour faire durer le plaisir, particulièrement quand il prend ses repas avec d'autres personnes. Il va manger lentement pour que le lien reste le plus longtemps possible. Il est dans la croyance du pas assez, donc il va avoir tendance à manger énormément. Je n'ai jamais assez de nourriture. Pour ce qui concerne le masque de l'humiliation, la blessure de l'humiliation, le masque, c'est celui du masochiste. Le masochiste, c'est quelqu'un qui va accepter qu'on le maltraite sans rien dire. Il va se contrôler pour ne pas jouir de ses sens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et parce qu'il ne mérite pas de jouir de ses sens, il ne mérite pas d'être heureux, il ne mérite pas d'avoir accès à tous les plaisirs organoleptiques et multisensoriels. Il va avoir tendance à manger des aliments qui sont riches en gras, en beurre, en sucre. Le kouign-amann breton, par exemple, ça doit beaucoup plaire aux masochistes. C'est bien gras et bien sucré. Mais bien bon aussi, il faut le dire. Et manger par culpabilité, pour ne plus sentir son corps, pour se sentir, il veut se punir avec quelque chose qui est lourd à digérer, avec quelque chose qui est difficile à digérer et à assimiler. Et il va avoir tendance à manger peu et à boire peu normalement parce qu'il ne mérite pas d'être nourri. Et puis, il va porter aussi son goût, comme je vous le disais avec le kouign-amann, sur les aliments sucrés parce que sa vie manque de douceur. Et à l'inverse du dépendant, le masochiste, il va être toujours dans l'attitude intérieure du trop. Et donc, c'est quelqu'un qui va grossir facilement et rapidement parce que lui, il a toujours l'impression qu'il mange trop. Et enfin, la blessure d'injustice entraîne l'ego à porter le masque du rigide et le rigide, lui aussi, a du mal à l'admettre. Il se justifie pour, même s'il doit déformer la réalité. Le rigide, il trouve inacceptable de se laisser aller. Vous voyez, un enfant qui porte la blessure de l'injustice, vous vous souvenez, je vous disais que l'enfant souffre de la froideur de son parent. Souvent,
les parents des enfants qui vont éveiller la blessure d'injustice ont tendance à gronder l'enfant pour tout un tas de raisons qui ne sont pas toujours logiques. L'enfant ne comprend pas, il reçoit tellement de réprimandes dans tous les sens pour un oui, pour un non, et sans rime ni raison, il ne sait pas, il n'arrive pas à se faire un cadre précis, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Ce qui fait qu'il se tient, c'est comme s'il marchait sur une planche extrêmement étroite, parce que ne sachant pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et ne sachant pas si ce qu'il fait va entraîner une volée de bois vert, en fait, il se contrôle vraiment au maximum pour éviter les volées de bois vert. Et donc, il trouve inacceptable, il grandit avec cette idée-là de se contrôler au maximum pour éviter les problèmes. Et il trouve inacceptable de se laisser aller. C'est pourquoi, quand il fait un écart, eh bien, il va se justifier et puis il va dire oh, mais je ne le fais pas souvent, c'est inhabituel. Quand il va craquer, il va avoir honte de craquer. Il va préférer les aliments salés parce qu'il va avoir de la difficulté à ne pas avoir le dernier mot. Et puis, il va aimer également les aliments secs parce que ça rentre en résonance avec le fait que lui-même, il est trop sec et exigeant vis-à-vis de lui-même. Le régime, bien sûr, il se contrôle tout le temps et il ne supporte pas de prendre 1 kilo. Et dès qu'il y a une frustration, dès qu'il y a une fluctuation, il se remet à la diète. Alors, vous qui êtes en train de m'écouter, vous essayez de vous dire où est-ce que je suis et puis peut-être que vous vous retrouvez dans plusieurs descriptions. C'est normal parce qu'on ne porte pas une seule blessure, on en porte souvent 2 ou 3. Il y a même des personnes qui ont le combo des 5. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les blessures de rejet ou d'abandon sont activées, les personnes ne peuvent pas grossir à cause de la motivation qui les fait manger. Elles vont prendre du poids à cause d'autres blessures. Et de la même façon, on peut être influencé par plus d'une blessure dans une même période. Par exemple, imaginons une personne masochiste, elle ne peut pas s'empêcher de manger, d'avoir une pulsion alimentaire, de manger par exemple une grosse part de gâteau, et ensuite elle va se mettre à la diète parce que ça va être le masque rigide qui va prendre les commandes. La raison principale qui fait grossir, ça va être la culpabilité suivie de la non-acceptation de soi-même. Et moins on écoute ses besoins alimentaires, moins on écoute ses besoins en général. Oui, Caroline? Alors, C'était quoi la question? Alors, c'est Patricia qui dit quand on a l'impression d'avoir toutes ces blessures dans sa vie, comment s'en sortir face à l'alimentation? Eh bien, c'est la suite de ce dont on va parler. Justement, merci pour cette magnifique transition. Avec plaisir, merci à Patricia. Merci Patricia. Tadam! Voilà. Patricia, vous avez tout à fait raison. Et je suis sûre que vous avez lu que pour guérir les blessures, enfin, moi j'entends ça tout le temps et je me dis, mais comment? Bon, bref, on entend pour guérir vos blessures, il faut que vous vous aimiez, il faut que vous vous estimiez, il faut que vous vous valorisiez. Bon, point. Et bien, on fait quoi avec ça? Parce que je vous mets au défi d'y arriver. Pourquoi? Parce que le verbe aimer, le verbe estimer, le verbe se valoriser, ce ne sont pas des verbes qui se conjuguent à l'impératif « je suis désolé ». On ne décrète pas je vais m'aimer ». Ce n'est pas en se disant, en cultivant la pensée positive devant un miroir, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, qu'on va y arriver. Certainement pas. L'estime de soi, l'amour de soi, ça ne se décrète pas. C'est le résultat de tout un processus
de guérison de l'enfant intérieur que nous étions. Pourquoi? Parce que si on se limite à ce que je vous disais, à la pensée positive, à faire des exercices de respiration, je ne sais pas trop quoi, pour décider qu'il faut qu'on s'estime, on ne tient pas compte de l'empreinte extrêmement profonde qui ont marqué le cerveau, mais pas que. Les mauvais souvenirs, les mauvaises expériences qu'un enfant va vivre vont laisser des cicatrices beaucoup plus importantes dans le cerveau que les bonnes expériences, que les bons moments. Alors, je sais que je n'ai pas que le curseur ne marche pas. Sur votre droite, vous avez le thalamus, vous avez la légende thalamus-hippocampe. Et sur votre gauche en bas, vous avez l'hypothalamus et l'amygdale. Cela fait partie du cerveau émotionnel, le thalamus, l'amygdale et l'hippocampe. Cette partie du cerveau va stocker les expériences émotionnelles qui vont générer la mémoire à long terme et elles vont être responsables des conditionnements. Par ailleurs, le cerveau reptilien, qui est constitué du tronc cérébral, c'est la partie allongée, oblongue, qui est rose, et puis le cervelet, c'est la partie un peu ronde qui est rose avec un bord violet. Cette partie-là, c'est le cerveau reptilien qui va gérer les pulsions alimentaires. Vous voyez que lorsque ces parties-là portent l'empreinte de la souffrance émotionnelle de l'enfant, ce n'est pas avec de la pensée positive qu'on va pouvoir neutraliser ces mémoires et régénérer le cerveau. La peur, la colère impactent le cerveau très malléable de l'enfant et cela va même pouvoir générer des difficultés d'apprentissage. Quand un enfant a vécu les blessures que nous avons vues ensemble, qui toutes portent la marque de « je ne suis pas assez aimé, je ne reçois pas assez d'amour », on n'est pas dans c'est la situation, c'est le ressenti de l'enfant qui compte, ça n'est pas la situation. Si l'enfant ressent qu'il n'a pas reçu assez d'amour, eh bien, cela va marquer son cerveau. Alors, si il manque d'amour, s'il a ressenti un manque d'amour, il va manquer de confiance en lui, il va manquer d'estime de lui-même. Et si en plus il a des difficultés d'apprentissage, ça va ne faire qu'aggraver la situation. Un enfant va avoir, en fait, pour grandir, un enfant va avoir besoin de 3 points pour se sentir équilibré et pour cultiver et pour faire grandir en lui la confiance en soi, l'estime de lui-même. Ça va être le fait de se reconnaître en tant que faisant partie du groupe, parce que l'homme, c'est un animal de meute, il a besoin de faire partie d'un groupe. Donc, le fait de se sentir reconnu par le groupe, ça va être très important pour l'enfant. Le deuxième point, c'est l'affection. Il a besoin d'entendre ce que je vous disais tout à l'heure, il a besoin de sentir qu'il est aimé et d'entendre qu'il est aimé. Et puis, le troisième point, c'est qu'il a besoin de se sentir protégé, de sentir que les adultes sont là pour prendre soin de lui. Imaginez un enfant, c'est un peu c'est un peu Lilliput chez les Gulliver. Et il va avoir, tout est disproportionné, il va avoir énormément besoin de protection, d'amour, de sentir qu'il fait partie du groupe. Et lorsque ces 3 points ne sont pas présents, eh bien, l'enfant va manquer de confiance en lui parce qu'il ne va pas se sentir reconnu pour qui il est. Il ne va pas se sentir respecté dans son intégrité, dans qui il est, dans ses besoins, dans ses désirs.
Un enfant, quand il se sent bien dans le groupe, quand il se sent aimé, quand il sent que les adultes prennent soin de lui, eh bien, il va avoir l'énergie et le courage et l'envie d'aller expérimenter le monde, de sortir de sa zone de confort. Et en sortant de sa zone de confort, eh bien, il va nourrir son estime de lui-même. Et ça va lui donner envie d'aller encore plus loin, ça va encore nourrir son estime de lui-même. Ça va être un cercle vertueux. Et à l'inverse, eh bien, quand ça n'est pas le cas, c'est tout l'inverse, c'est un cercle vicieux qui entraîne le fait que la personne va être nourrie de peur, ne va pas oser aller vers les autres, ne va pas oser mettre en œuvre des projets qui lui tiennent à cœur, etc. Je vous parlais du cerveau et je vous disais, mais pas que. Lorsque le corps est aux prises avec des émotions, les fascias et le nerf vague vont se figer. Les fascias, ce sont les membranes qui entourent les muscles, qui entourent les organes, etc. Ils vont se figer. Ils vont empêcher le bon fonctionnement des organes et ils vont empêcher le bon fonctionnement de la digestion. Le nerf vague se divise en deux branches, la branche dorsale et la branche ventrale. La branche ventrale va permettre d'envisager une autre vie dans le futur. Et alors que la branche dorsale, elle va figer les tissus, elle va entretenir les crispations du cœur et des organes en cas d'émotion. Ce qui fait que les deux branches du nerf vague vont rentrer en conflit. Cela va entraîner de l'inflammation et cela va entraîner parfois des pathologies. Et il est important de défiger les nerfs vagues et de défiger les fascias parce que inconsciemment, la personne va être comme emprisonnée dans ses émotions. Le deuxième point, c'est l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme. Mésoderme cérébelleux, mésoderme cérébral. Ils représentent à eux trois plus des 2/3 des organes du corps. Et ce sont eux qui transmettent le patrimoine génétique. Vous voyez à quel point il est important de prendre en charge les traces, les mémoires, imprimées, engrammées dans l'endoderme, l'ectoderme et les deux mésodermes pour se libérer de la souffrance émotionnelle dont les blessures sont à l'origine. Je vous disais, ça transmet le patrimoine génétique et c'est pourquoi il est important également de désengrammer ces mémoires sur le système génétique d'une part parce qu'il transmet les caractères héréditaires du parent à sa lignée, et d'où les maladies et les croyances transgénérationnelles, mais également parce que le système génétique est impliqué dans le comportement alimentaire. Vous voyez, la boucle est bouclée avec le cerveau reptilien. Il y a d'autres points qui sont très importants et qui impactent également, qui jouent leur rôle dans la souffrance émotionnelle que l'enfant va porter toute sa vie. La première, c'est l'inversion psychologique. Je ne trouve pas d'image plus parlante que de dire que l'inversion psychologique est à l'être humain ce que le coupe-circuit est à un système électrique. Le coupe-circuit empêche l'incendie. L'inversion psychologique fait un peu la même chose. Je vais vous donner un exemple pour être plus clair. Imaginons un enfant battu. Un enfant aime ses parents d'une façon inconditionnelle. En échange de cet amour inconditionnel, il va recevoir de la violence et tout ce qui va avec. C'est insupportable et c'est inconcevable, c'est insupportable. Et pour que cette situation devienne supportable pour l'enfant, il va transformer la réalité. Il va dire, en fait, mes parents me battent, mais c'est leur façon de m'aimer. Et là, en inversant le sens en inversant les pôles, la polarité, eh bien, ça va être acceptable. Sauf qu'en inversant cette polarité sur ce fait-là, mes parents me battent parce que c'est leur façon de m'aimer, il va inverser la polarité de tout le reste. Tout ce qui va être quelque chose qui peut paraître positif, lui, il va le fuir
parce que ça va le tirer vers le bas. En revanche, il va rechercher tout ce qui est négatif parce que ça va le nourrir. Donc, il est très important de supprimer cette inversion psychologique parce que la personne ne va jamais pouvoir aller de l'avant parce qu'elle va être tout le temps aux prises et enfermée dans tout ce qui est négatif. Le dernier point, ce sont les blocages énergétiques. Comme vous le savez, le système énergétique, c'est quelque chose qui est très subtil, qui se bloque facilement, qui ralentit facilement selon le stress, selon les émotions que nous vivons. Il est important de nettoyer, purifier, harmoniser, rééquilibrer les corps énergétiques parce qu'ils sont, leur forme et leur intégrité est modifiée à cause des émotions. Mais pas seulement. Les méridiens qui sont à l'énergie, ce que les artères sont au sang, eux aussi peuvent se bloquer, particulièrement certains points. Selon les émotions, ça va être plutôt certains méridiens qui vont se bloquer. Et puis, il y a également les chakras qui peuvent se bloquer, qui peuvent se charger d'émotions et qui peuvent se bloquer ou se refermer. Je ne donnerai qu'un seul exemple, c'est le chakra racine, qui va être sensible aux peurs. Si l'enfant vit des peurs, ces peurs vont s'engrammer dans le chakra racine, ce qui va rendre l'enfant beaucoup plus sensible à la peur. Et donc, le chakra racine va se refermer encore plus, et l'enfant va être encore plus, et hop, on est encore dans un cercle vicieux. Donc, vous voyez, après toute cette liste de conséquences sur le corps, de la violence de ce qu'un enfant peut vivre à travers les blessures, on voit qu'il y a vraiment une prise en charge en profondeur qui doit être faite pour vraiment désengrammer les cellules, désengrammer les organes, défiger les fascias, nettoyer les corps énergétiques, supprimer les inversions psychologiques. Je n'ai fait que vous dresser un tableau pour que vous puissiez comprendre à quel point un enfant, lorsqu'il vit ses blessures, lorsque ces blessures sont réactivées toute la vie durant, à cause de ce filtre déformant dont je parlais, va être bloqué dans son développement affectif. Et en étant bloqué dans son développement affectif, il va avoir un grand vide affectif qu'il va chercher à combler, à remplir par de la nourriture. Ça peut être aussi d'autres addictions, d'autres compulsions, mais aujourd'hui, nous parlons des pulsions alimentaires qui vont avoir pour but de réconforter, d'apaiser, d'apporter de la douceur et de remplir un vide intérieur. Et ce que je vous propose, j'ai créé cet atelier pour le 10 mars pour vous permettre d'aller plus loin, pour vous permettre de mieux comprendre quelles sont les différentes implications des blessures dans la relation à la nourriture, dans la relation à l'assiette, dans la signification des différents goûts. Pourquoi est-ce que en savoir plus sur pourquoi est-ce que je vais plutôt porter mon choix sur du craquant, pourquoi sur du pain, pourquoi sur de la caféine, etc. Dans l'atelier, nous allons aller plus loin pour vous aider à mieux identifier quelles sont les blessures que vous portez, mieux comprendre comment elles ont pu s'éveiller, qu'est-ce qui les réveille régulièrement dans votre environnement, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. Et puis, nous allons aussi, au cours de cet atelier, nous allons comprendre comment décrypter la blessure principale qui est à l'origine de vos pulsions alimentaires. On va aller plus loin dans la signification
de quelles blessures qui vont vous conduire plutôt à tel type d'aliment plutôt qu'à tel autre. On va aller plus loin dans le décryptage de la blessure, décryptage des comportements selon les blessures, le décryptage des motivations profondes, la signification de ces motivations profondes. Nous allons d'abord, donc il va y avoir des pratiques. Je vous ai prévu un exercice pour vous aider à décrypter et à identifier votre blessure principale qui est à l'origine de vos pulsions alimentaires. Et puis, j'ai prévu aussi une magnifique pratique psycho-émotionnelle qui est en plusieurs volets pour vraiment prendre en charge pour une première séance de guérison, la blessure émotionnelle de la blessure émotionnelle principale. Et vous allez, cet atelier, j'ai voulu qu'il soit le plus concret possible, le plus parlant possible pour vous, et que vraiment, il vous aide à ouvrir une nouvelle porte. Une porte où vous allez apprendre à être à l'écoute de vous-même. Parce que quand on a des problèmes de poids, souvent, on se ferme à ses ressentis. Je me trouve grosse, je me trouve moche, je me trouve lourde. Alors j'arrête de prendre soin de moi. Mon corps ras-le-bol. Je passe vite devant le miroir. Je sais pas. J'arrête de me maquiller, j'arrête de m'habiller. Je me prends des vêtements sombres, lâches. Je me coupe de qui je suis. Je me coupe de mon plaisir. Je me coupe de mes envies. Et en fait, on ne fait que punir son corps, alors que on punit son corps alors qu'il ne fait que subir notre mal-être. Et c'est l'objectif que j'ai voulu donner à cet atelier, aller au-delà de la blessure en tant que telle, mais vous aider à ouvrir cette porte pour vous reconnecter à qui vous êtes, pour relancer la machine avec une nouvelle dynamique, en vous mettant à l'écoute de votre enfant intérieur, l'enfant blessé que vous avez été, en nous mettant à l'écoute de sa souffrance, de sa tristesse, de ses peurs, de sa solitude. On va lui donner tout notre amour, on va lui apporter la sécurité affective qui lui a peut-être manqué. On va guérir ces tensions intérieures. Parce qu'aujourd'hui, l'adulte que vous êtes, lorsqu'il réagit, eh bien, il est presque téléguidé par le petit enfant intérieur souffrant que vous avez été. Et c'est en guérissant l'enfant intérieur, en lui apportant de l'amour, de la douceur, en réparant ses blessures émotionnelles, que l'on va pouvoir aider à la reconquête de soi, aider à une nouvelle confiance en soi, aider à la reconstruction de l'amour de soi et de l'estime de soi. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est pas en se mettant devant le miroir et en disant je t'aime qu'on va changer les choses, mais c'est en le prenant dans ce sens-là que on obtient un résultat de bien-être, de reconstruction de soi, de résilience aussi, d'une façon à la fois efficace, mais également durable. Grâce à l'atelier et à l'issue de l'atelier, en vous ouvrant cette porte, vous allez apprendre à être plus à l'écoute de la façon dont vous allez vous alimenter, de la façon dont vous vous contrôlez également. Vous allez vous reconnaître les blessures qui vous empêchent de bien vous nourrir. Vous allez reconnaître ces blessures sur le plan psychologique, mais également sur le plan physique. Vous allez apprendre lors de l'atelier, mais cela va vous accompagner tout le restant de votre jour,
comment faire le lien entre votre alimentation et ce que vous vivez sur le plan émotionnel, mental ou spirituel. À partir du moment où quand vous vous sentez attiré, je l'ai vécu, vous allez dire, ça sent le vécu, un peu comme un robot vers le placard à chocolat, le frigo ou que sais-je, on est complètement coupé de ses émotions, on est complètement décérébré, on est complètement coupé de son cerveau et ce ne sont que la souffrance émotionnelle qui nous conduit vers la douceur du chocolat, du gâteau, de je ne sais quoi. Et lorsque on a intégré l'idée que la souffrance, que la pulsion est liée à une émotion, eh bien, il y a un petit quelque chose qui fait, mais pourquoi je vais, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est à l'origine de ma pulsion, qu'est-ce que j'ai envie de guérir avec le carré de chocolat ou le grignotage, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de guérir donc, et à partir du moment où on se pose la question, eh bien, ça désarme le robot, ça le met sur off et ça coupe la pulsion alimentaire parce que ça n'est plus l'émotionnel qui est aux commandes, mais c'est le cerveau. Et le cerveau rationnel ne peut pas être aux manettes en même temps que notre cerveau émotionnel. C'est soit l'un, soit l'autre. Et grâce à cet atelier, en prenant cette habitude, ou en tout cas en plantant cette graine de j'ai une émotion qui me conduit vers la pulsion alimentaire, eh bien, vous donnez la possibilité vous donnez la possibilité de changer de registre et de passer de le cerveau émotionnel me commande comme un robot vers le gâteau à quelle est l'émotion qui m'a déstabilisée. Et vous allez découvrir au cours de cet atelier pourquoi il est si difficile d'écouter ses vrais besoins. Je vous le disais, cet atelier a pour objectif de vous aider à relancer votre machine et elle va vous aider à renouer le dialogue avec vous-même. Et elle va vous aider à réapprendre à prendre soin de vous, à réapprendre à vous écouter, à réapprendre à respecter vos besoins, à respecter vos désirs, à respecter votre intégrité. Et à partir du moment où vous respectez qui vous êtes, respectez vos besoins, vos désirs, votre intégrité, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, notre environnement est le reflet de qui nous sommes. Quand vous commencez à vous respecter, eh bien, les autres vous respectent aussi. Alors, pour ton atelier, du coup, j'ai activé l'offre. Donc, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien que j'ai mis dans le chat ou en cliquant sur la fiche. Donc, ce sera le jeudi 10 mars à 20h30. Vous aurez deux versions, la non téléchargeable à 37 € et la téléchargeable à 57 €. Vous avez le paiement une fois ou deux fois. Et vous pourrez aussi vous inscrire à tout moment sur le site de l'académienouvellevie.com, rubrique replay, 24 à 48 heures après le direct. Ou si vous nous regardez en replay sur YouTube, en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif sous la vidéo. Il y avait une petite question. Oui. Alors, de Patricia qui disait « Est-ce que c'est encore possible après 60 ans de se réconcilier avec ses pulsions alimentaires face à la souffrance émotionnelle ?» Ouais, bien sûr. Hein. Bien sûr, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge. Merci Odile. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Pour finir, je voulais vous dire que cet atelier a pour objectif de tout changer dans votre énergie à partir du moment où on se met à l'écoute de l'enfant intérieur, qu'on lui apporte l'amour dont il a manqué pendant si longtemps et qu'il attend depuis si longtemps et même depuis 60 ans, n'est-ce pas? Eh bien, ça va tout changer dans son énergie, ça va tout changer dans votre énergie, dans l'énergie de l'enfant intérieur et donc, par conséquent, dans votre énergie. Et ça va vous apporter
un apaisement. Ça va changer votre façon d'appréhender les choses, d'appréhender les autres, d'appréhender les événements de la vie. Et vous allez vous sentir plus aligné avec qui vous êtes. Quel que soit votre âge, quel que soit ce que vous avez vécu. Vous méritez le meilleur, vous avez droit au meilleur et vous avez la possibilité de vous l'accorder. Et il n'est jamais trop tard. Alors, il y a Adèle qui dit une conférence passionnante. J'espère qu'il y aura un replay car je n'ai pas pu tout entendre. Donc oui, vous aurez un replay dans 24 à 48 heures. Merci. De rien. Il y a Patricia qui te dit merci infiniment, Odile. Céline qui dit c'était super intéressant, merci. Et il y a une question de Béatrice qui dit quelle est la place de la gourmandise dans tout cela? Est-ce que ça fait partie de nos blessures? C'est une question très intéressante. Où commence la gourmandise? Où s'arrête la gourmandise? Ou plutôt, où s'arrête la gourmandise et où commence la pulsion? La gourmandise, vous êtes dans le plaisir de la dégustation et vous pouvez vous arrêter à tout moment. Vous prenez un macaron, par exemple. Je choisis cet exemple parce que ça a le tort d'être trop petit quand on est gourmande, mais bon, ça n'est pas très grand. Et vous pouvez prendre un macaron, le déguster et stop, vous vous arrêtez. Vous avez vraiment profité au maximum des plaisirs organoleptiques du macaron. Si vous êtes dans une pulsion alimentaire, le macaron, ça ne va pas vous suffire. Vous allez aller dévaliser tout le magasin de la durée, plus l'usine. Ça va être, quand on est dans la pulsion, on ne peut pas s'arrêter. Il y a des personnes parmi celles que j'accompagne qui me disent mais moi je m'arrête quand je suis au bord du vomissement tellement je suis dans le trop plein. Et vous voyez là, on est vraiment dans la pulsion, c'est que ça ne peut pas se contrôler. Et d'ailleurs, pulsion en latin c'est pulsare et ça veut dire qui pousse. Si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vous propose la pratique. D'ailleurs, j'ai oublié de vous l'annoncer en début de webinaire que j'allais vous offrir une pratique. Et puis après la pratique, je vous réserve une autre surprise. Ça n'est pas Noël, mais tout comme. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, je vais vous inviter donc à vous installer confortablement, à boire un grand verre d'eau, c'est ce que je vais faire aussi. Soufflez pour bien vider vos poumons. Inspirez lentement, profondément par le nez en gonflant le ventre. Et expirez lentement, profondément par la bouche en rentrant le ventre, en serrant un peu les abdominaux et en envoyant toutes vos tensions au cœur de la terre. La terre va les accueillir et les transmuter. Inspirez à nouveau, lentement, profondément par le nez en gonflant le ventre. Et expirez par la bouche en rentrant le ventre. Et une dernière fois, inspirez lentement, profondément par le nez en gonflant le ventre. Et expirez lentement, profondément par la bouche en rentrant le ventre, en serrant un peu les abdominaux et en envoyant toutes les tensions au cœur de la terre. Mettez votre conscience dans votre cœur et visualisez comme un fil d'or qui part de votre cœur, qui descend le long de votre colonne vertébrale, passe par le chakra racine au niveau du périnée et va s'enfoncer dans la terre profondément jusqu'à s'ancrer au cœur divin de la terre. Par ce fil d'or vont remonter toutes les énergies telluriques qui vont purifier, nettoyer et nourrir tous les atomes de votre corps holistique, tous vos organes, toutes vos cellules, tous vos corps énergétiques.
Peut-être que vous ressentez que justement ces corps énergétiques s'expansent au fur et à mesure que votre taux vibratoire s'élève. Puis remettez votre conscience dans votre cœur et visualisez un autre fil d'or qui part de votre cœur, qui monte, passe par le sommet de votre tête sur le chakra coronal et va s'élancer dans le ciel pour aller se connecter au plan céleste. Et par ce fil d'or, les énergies célestes, cosmiques, vont descendre et nourrir, après les avoir purifiés et nettoyés, nourrir à leur tour tous les atomes de votre corps holistique, toutes les cellules de vos organes, toutes les cellules de votre corps, partout. Et vous allez sentir peut-être que vos corps énergétiques continuent à s'expanser au fur et à mesure que votre taux vibratoire continue à augmenter. Mettez à nouveau votre conscience dans votre cœur et visualisez-vous l'adulte que vous êtes aujourd'hui installé dans un canapé, dans un salon ou en tout cas dans un siège très large sur lequel plusieurs personnes peuvent s'installer. Nous sommes dans la visualisation, c'est-à-dire que c'est votre inconscient qui s'exprime. Nous ne sommes pas dans l'imagination où ce serait votre ego, votre mental qui s'exprimerait et nous n'aurions pas cette dimension thérapeutique. Quand on visualise, on laisse juste les images émerger. Et vous allez visualiser la petite fille ou le petit garçon que vous étiez enfant, qui va venir voir l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et en visualisant, vous ne maîtrisez pas l'âge de l'enfant. Et l'âge qu'il aura sera l'âge juste pour la pratique de ce soir. Et cet enfant va venir vers vous, ou alors s'il est vraiment trop petit, eh bien vous le visualisez dans vos bras, bien sûr. Et vous allez lui dire, comment vas-tu? Plutôt lui demander, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Et vous allez écouter sa réponse. Peut-être que ce sera par des mots, peut-être que vous percevrez ses émotions, peut-être que ni l'un ni l'autre, mais vous le saurez intuitivement. Vous allez accuser réception de ces émotions, c'est-à-dire que vous n'allez pas lui dire « ne t'inquiète pas, ça va aller », mais vous allez lui dire « je constate que tu es triste, en colère, que tu as peur. Je comprends que tu puisses ressentir ces émotions dans ce contexte-là. Je comprends que tu aies pu avoir peur dans la situation que tu as vécue. » L'enfant va se sentir entendu et compris. C'est extrêmement important pour un enfant de se sentir entendu et compris. Vous allez pouvoir ensuite le consoler, le rassurer, le sécuriser. Dites-lui les paroles qu'il a envie d'entendre, cet enfant. Et maintenant, vous allez le prendre dans vos bras, le serrer contre vous, le cajoler, l'embrasser, lui donner autant d'amour que vous pouvez.
et autant d'amour qu'il a besoin de recevoir. Prenez le temps nécessaire et dites dans le chat quand vous êtes prêt pour la deuxième étape. Alors, on va attendre qu'on nous dise qu'ils sont prêts pour la deuxième étape. Oui. Et puis en même temps, dites-nous aussi quelles sont les émotions que le petit enfant, votre enfant intérieur avait porté en lui quand il est venu vous voir. Il y a Patricia qui dit « Je pleure, mais ça me fait du bien ». Oui, oui. C'est votre enfant intérieur hein, qui pleure. Hein. C'est très libérateur et c'est une magnifique pratique, vraiment magnifique, très, très libératrice, très apaisante, très libératrice, oui. Valérie, elle m'a dit qu'elle était triste et perdue. Chantal, de la peur et de la tristesse. Patricia, elle était triste. Françoise, enfant inquiète qui pleure aussi. Françoise, Patricia, la première personne, c'était qui Valérie. Caroline Valérie. Et puis toutes les autres qui n'ont pas encore écrit, est-ce que vous pouvez dire à votre petite fille que désormais, vous serez toujours là pour veiller sur elle, pour veiller sur le respect de son intégrité, le respect de ses besoins, le respect de ses désirs et leur satisfaction, que vous serez toujours là pour veiller sur leur sécurité, pour veiller sur leur bien-être, sur leur confort, que vous serez désormais toujours là pour elle et qu'elle pourra toujours compter sur vous d'une façon inconditionnelle. Dites-lui que vous l'aimez d'une façon inconditionnelle. Dites-lui que vous êtes fier de cette petite fille. Parce qu'elle est devenue une belle personne. Parce qu'elle est devenue quelqu'un de bien, quelqu'un de fort. Quelqu'un qui a pu surmonter toutes les difficultés, toutes les épreuves qu'elle a traversées. Dites-lui à quel point vous êtes fier d'elle et à quel point vous l'aimez. Patricia qui dit « Je lui ai dit que je l'aimais beaucoup et que je serai toujours là pour son bien-être, je la protégerai. » Exactement. Maintenant, Caroline, est-ce que tu penses que tout le monde a... Est-ce que tu as eu suffisamment de réponses dans le chat pour qu'on puisse passer au deuxième volet? Oui, c'est bon, tu peux. Bon. Alors, vous allez visualiser, remettre votre conscience dans votre cœur et visualiser à nouveau l'adulte que vous êtes, assis dans le canapé, ou dans le grand fauteuil, et en face de vous, un autre vous-même, un autre adulte d'aujourd'hui, assis en face de vous ou alors à côté de vous. Et de la même façon, vous allez lui demander
comment vas-tu et comment te sens-tu? Et vous allez écouter sa réponse. Et vous allez faire exactement le même processus que pour l'enfant. Accuser réception de ses émotions en lui disant que vous comprenez qu'il puisse ressentir cela dans les circonstances actuelles. Vous allez pouvoir lui dire à quel point vous l'aimez, le prendre dans vos bras, le serrer contre vous, lui donner autant d'amour que vous voulez, lui dire ce dont il a besoin d'entendre, le sécuriser, le rassurer, le réconforter. Et puis, lui dire que vous êtes fier de l'adulte qu'il est devenu. Et que vous l'aimez, comme vous l'avez fait pour l'enfant. Je me tais, je vous laisse faire, et quand vous aurez fini la pratique, manifestez-vous sur le chat. Françoise qui dit c'est fait que d'émotions. C'est la marmite émotionnelle qui déborde. Hein. Ce sont des émotions qui sont portées depuis votre plus tendre enfance. Ça en fait des kilos d'émotions qui se matérialisent sur la balance. Ça en fait des souffrances, des blessures, des cicatrices émotionnelles profondes que l'on n'arrive pas à cicatriser avec de la nourriture. Nous allons passer au petit cadeau que je vous ai réservé. Non, ce n'est pas un petit cadeau. C'est un petit cadeau par la taille, mais c'est un grand cadeau par son effet. Ce que je vous propose, c'est de faire un mélange d'huile essentielle d'encens à 50% avec de l'huile végétale d'amande douce. Vous allez pouvoir utiliser ce mélange sur le point 4 du gros intestin. C'est le point égout. Regardez. Tadam. Vous voyez, c'est ce point. Vous masserez, vous mettrez une goutte du mélange. Je vais revenir je vais refaire marche arrière. Vous mettrez une goutte de ce mélange sur le point égout, d'abord sur la main droite, ensuite sur la main gauche. Et vous pourrez masser pendant 1 minute. Attention, ce point est un point abortif. Il est strictement interdit aux personnes qui sont enceintes. Donc, l'huile essentielle d'encens, c'est le Boswellia carterii ou le Boswellia serrata. Donc, vous pouvez préparer un mélange à l'avance, 50% d'huile essentielle d'encens, 50% d'huile végétale d'amande, et vous pourrez mettre une goutte sur ce point, de la main droite d'abord, la main gauche ensuite, pendant 3 semaines, et vous pourrez le faire jusqu'à 5 fois par jour. Alors, l'intérêt de ce mélange, c'est, comme je vous le disais, cette synergie, elle rentre vraiment en cohérence et elle vient compléter d'une façon très efficace la pratique que nous venons de faire tout à l'heure. Parce qu'elle libère de la peur de l'avenir, elle aide à modifier la façon de voir les choses, elle permet
de communiquer, de communier avec son propre niveau spirituel. L'huile essentielle d'encens, elle permet de dissoudre les tensions nerveuses, mais aussi de dissoudre la fatigue nerveuse. Elle permet d'assouplir, de se détendre, elle permet aussi de se revitaliser. Vous la connaissez peut-être par son action thérapeutique physiologique, qui est de stimuler les défenses immunitaires, mais comme vous pouvez le constater, elle va bien au-delà. Elle libère le bavardage mental, la rumination, les soucis, vous voyez, et elle permet d'apaiser le stress. Donc, c'est vraiment une synergie qui est très intéressante pour abaisser le niveau de stress et de tension. Donc, voilà, donc vous allez pouvoir le faire jusqu'à 5 fois par jour et pendant 3 semaines. Et vous allez voir à quel point c'est absolument merveilleux. Merci beaucoup, Odile, pour ton cadeau. Voilà. J'espère. Merci beaucoup. Et puis, alors, vous allez pouvoir transmettre cette synergie à votre entourage. Et puis, l'huile essentielle d'encens, elle n'a pas de contre-indication. Sauf pour les personnes qui sont allergiques aux huiles essentielles. Mais sinon, c'est une huile essentielle qui n'a pas de contre-indication. Donc, vous pouvez vraiment la partager. De même que la pratique que nous avons faite ensemble, vous avez vu comme elle est libératrice, elle est apaisante, comme c'est un retour aux sources qui est tellement nourrissant que je suis sûre que vous allez avoir plaisir à vous approprier cette pratique et à la refaire plusieurs fois. Et vous allez voir qu'après l'avoir refaite plusieurs fois, et enfin d'une fois sur l'autre, vous allez percevoir à quel point votre enfant intérieur s'apaise et devient plus joyeux. Et au fur et à mesure que votre enfant intérieur s'apaise, vous aussi, vous vous apaisez. Vous aussi, vous êtes plus zen. Vous aussi, vous êtes moins tendu dans vos relations avec les autres, plus compréhensif vis-à-vis de vous-même, plus de compassion. Vous voyez, c'est ce que nous allons faire au cours de l'atelier du 10 mars prochain, c'est vraiment aller sur ce chemin-là. Parce qu'à partir du moment où vous vous mettez à l'écoute de votre enfant intérieur, vous vous mettez à l'écoute de vous-même. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Pour préparer l'atelier, pensez à vous vêtir confortablement, une couverture, une couette, un plaid, quelque chose pour avoir bien chaud, parce que quand on travaille avec des techniques psycho-énergétiques, on a souvent un ressenti de froid. Donc, pensez à avoir de quoi vous couvrir. Prévoyez du papier et des crayons, parce que vous allez avoir besoin de noter, et puis de l'eau, parce que quand on fait des pratiques psycho-énergétiques, on a besoin d'irriguer et d'hydrater le cerveau. Merci beaucoup, Odile. Il y a Béatrice qui te remercie, Chantal, François, Ghislaine. Il y a Françoise d'ailleurs qui disait que l'offre ne s'affichait pas, donc je vous ai mis le lien dans le chat. Et sinon, vous pouvez aller sur la page de Odile, donc sur l'Académie Nouvelle Vie dans la catégorie Replay d'ici 24 à 48 heures, et vous aurez l'offre pour vous inscrire. Merci pour votre attention. Le 10 mars. Et merci pour vos merci. Merci à toi, Odile, puis hâte de te retrouver le 10 mars à 20h30 pour ton atelier. Moi aussi, j'ai hâte de vous retrouver. J'espère que vous serez nombreuses et j'ai vraiment, je suis tellement heureuse de partager tout ça et d'entendre que vos émotions sont ressorties, vous vous sentez mieux, vous vous sentez libéré. Ça me fait tellement plaisir que j'ai hâte de partager tout ça le 10 mars. Moi aussi, j'ai hâte de te retrouver le 10 mars et de retrouver tout le monde. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Encore merci, Odile. Merci à tous. Et au 10 mars. Bonne soirée, au 10 mars. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.